Bienvenue chez moi. Donc vous n'avez encore pas connu ce coin de la maison, hein. Bientôt vous connaîtrez jusqu'aux toilettes, pourquoi pas. Donc toujours avec Johan. Est-ce que déjà on va trinquer, hein, à la tienne? Bonne journée. Voilà, très bonne journée, à crapahuter dans les bois et à faire des cabanes de castors. Donc, comme on vous l'a promis en ce début d'après-midi, après justement les démonstrations de self-défense, on va parler d'économie. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu ce que tu fais, quelle est ta profession? Voilà, donc je suis ingénieur en informatique et actuellement chef de projet. Je m'occupe d'une petite équipe de 8 personnes qui travaillent dans l'open source, l'informatique libre. D'accord. Voilà, donc je profite... Pour Linux ou... Voilà, Linux. Ah d'accord, ok. Ouais, ce genre de choses. Et en fait, il y a 4 ans de ça, j'ai failli me retrouver dans une situation totalement, je sais pas comment dire, un énorme piège en fait. D'accord, donc en fait, tu veux dire que tu n'as rien à voir avec la finance, toi ton métier c'est l'informatique, ouais. Comme moi, tu n'y connaissais absolument rien, et comme beaucoup de monde finalement, on ne sait pas trop comment fonctionne l'économie. On se pose pas de questions. On se pose pas vraiment les bonnes questions. Quand on a une bonne profession, on paye des impôts. Et c'est vrai que c'est quand même assez rageant de donner une grosse partie de son salaire à l'État. Donc on cherche par tous les moyens à avoir des déductions d'impôts. Alors il existait, c'était la grande mode à un certain temps, donc c'est ce que tu voulais expliquer, voilà, les fameux Dorobiens. Étant donné que tu n'avais pas forcément des bonnes compétences ou de connaissances dans le domaine, tu as failli te faire avoir par un vendeur. Ouais, un conseiller. Un conseiller, oui, voilà. C'est comme moi, quand je vais conseiller pour sur l'isolation, voilà. J'essaie de repartir avec un chantier au moins à 10 000 euros. Voilà. Donc c'est pareil, ce conseiller est venu te voir. Voilà, donc d'une grande boîte d'assurance française. Et il m'avait conseillé un Dorobien dans la banlieue extérieure de Lille. Et si je l'avais acheté, c'était juste avant la crise, donc je ne pourrais pas le louer, je ne pourrais pas l'habiter parce que je n'ai rien à faire là-bas, il n'y a pas de boulot, je ne pourrais pas le revendre parce que c'est difficile à revendre voilà. à partir du moment où il n'y a pas de boulot autour. Par contre, voilà, si jamais... Et moi, le crédit, il fallait que je rembourse. Bien sûr, donc rembourser un crédit d'un logement finalement que tu aurais beaucoup de mal à louer et puis que tu ne voudrais pas habiter parce que la région ne t'intéressait pas. En plus, certainement, comme beaucoup de Dorobiens, il y avait énormément d'offres de logements disponibles par rapport à la demande. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'économie, donc juste avant que la crise n'éclate en fait, et du coup je savais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc j'avais une petite idée de l'ampleur de ce qui allait arriver, et petit à petit donc j'ai continué à me renseigner. Alors juste petite anecdote, parce que quand même il faut le signaler, quand tu me parlais de ça, sincèrement je te prenais pas au sérieux, je te l'ai dit. Ouais, et j'étais... 3 ans peut-être maintenant. Oui. 3 ou 4 ans. Mais c'était il y a 3 ans, parce que c'était 1 an avant que j'achète cette maison. Et tu m'as dit, voilà, il va se passer la crise, etc. Et bon, je te croyais pas. Tu m'as dit que l'immobilier allait s'effondrer, etc. Je te croyais pas. Et en fait, 2 ans plus tard, juste après que j'ai acheté ma maison, il y a eu la crise, l'immobilier s'est effondré. Voilà, tout ce que tu m'avais expliqué est arrivé. Ouais, alors l'immobilier s'est pas effondré partout puisque cette année il a encore pris 17% à Paris. Ceci dit, la mécanique qui est à l'œuvre derrière, c'est toujours la même à expliquer, c'est que justement au cours de mes recherches sur l'économie, je me suis posé des tas de questions toutes bêtes. Qu'est-ce que c'est l'argent? Au départ c'est des coquillages, comment ça marche les coquillages, pour en arriver jusqu'à maintenant les banques centrales. Donc j'ai repris toute l'histoire pour comprendre comment on en était arrivé là, pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passait au niveau économique. Et puis surtout, en fait, c'est ce qui
qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a l'économie, elle se base sur une réalité physique, et que cette réalité physique, on a atteint une limite. Il y a plusieurs limites, et en fait, c'est tout bêtement la question du pétrole. D'accord. Alors, moi je pensais que tu avais parlé de l'or, mais non, l'économie, elle tourne avec le pétrole. Le pétrodollar. Le pétrodollar, c'est la force des Américains, c'est d'avoir lié le dollar au pétrole. Et l'enjeu actuellement pour les Américains, c'est d'arriver à maintenir ce lien entre les deux, sachant que l'Irak, l'Iran, le Venezuela, la Chine et d'autres commencent à échanger du pétrole sans dollar. Ce qui fait que pour les Américains, ils ne peuvent plus l'acheter gratuitement comme ils faisaient avant. D'accord. Juste une petite parenthèse, donc il faut dire que nous ne sommes pas des conspirationnistes. On parle pas de sujets comme les Illuminati ou je ne sais quoi, la thèse du complot, les Américains c'est tous des méchants. Non, on n'est pas du tout dans ce domaine-là, c'est tout le contraire. On parle vraiment de choses sérieuses et concrètes. Oui, là en l'occurrence, ce dont je parle, c'est des accords économiques de Bretton Woods qui ont été instaurés juste après la Seconde Guerre mondiale et qui sont officiels. Enfin, il n'y a pas du tout de... C'est des accords qui ont été signés par les pays et qui donnent un avantage économique aux Américains. En tout cas, ça c'est indéniable. Bon, d'accord. Mais bon, je préférais quand même le souligner parce que dès qu'on critique les Américains, on passe pour des psychopathes. L'histoire, c'est pas du tout, c'est les méchants américains. Mais en attendant, notre économie actuelle, elle est dépendante énormément du pétrole. En fait, le pétrole, c'est un petit peu l'énergie principale et c'est celle qui détermine le prix de toutes les autres énergies. En fait. Parce que par exemple, si vous utilisez des panneaux solaires, les panneaux solaires, il faut les fabriquer, il faut les transporter, il faut les installer. Et tout ça, ça demande du pétrole derrière. Donc en fait, si le prix du pétrole monte, le prix de toutes les autres énergies vont monter aussi. Et que ce soit le gaz ou n'importe quoi, parce que toutes les infrastructures qu'il faut mettre en place, on va utiliser du pétrole pour faire tourner les bulldozers. Donc le pétrole, c'est l'énergie primordiale qu'on utilise. C'est pour ça qu'on chiffre la consommation énergétique en tonnes équivalent pétrole. On a des données officielles maintenant qui nous disent qu'on a atteint alors, je simplifie un petit peu pour ne pas rentrer dans tous les détails, mais qu'on a atteint le pic pétrolier. Le fameux pic pétrolier qui était annoncé dans les années 70, aujourd'hui on l'a officiellement atteint. Alors c'est pas tout à fait le pic pétrolier qu'on a atteint, parce que du pétrole il y en a encore plein. C'est une bonne nouvelle. Voilà, des réserves il y en a beaucoup. La question c'est pas qu'on va se retrouver tout d'un coup sans pétrole. La question, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint les limites du pétrole pas cher, c'est-à-dire le pétrole de l'Arabie Saoudite, il y a juste à planter la pioche et le pétrole, il sort tout seul. Ce pétrole-là, qui est facile à exploiter, qui ne demande pas beaucoup d'énergie et qui coûte pas cher, surtout, qui coûte pas cher, celui-là, il est fini depuis 2005. Et depuis 2005, et c'est officiel depuis 2010. C'est-à-dire qu'en 2000, l'Agence internationale de l'énergie nous disait « le pic du pétrole, ne vous inquiétez pas, c'est en 2050 ». En 2005, ils nous ont dit « le pic du pétrole, ne vous inquiétez pas, c'est en 2020 ». Et en 2010, ils nous ont dit « le pic du pétrole, c'était en 2005 ». D'accord. Donc, c'était juste pour la petite anecdote, c'est quand même un sujet tabou, mais aujourd'hui, en tout cas, officiellement, ils ne peuvent plus le cacher parce qu'il se passe tellement de choses. Et c'est un des facteurs qui ont déclenché la crise. Et il y a d'autres facteurs qui jouent, comme l'endettement, parce que les pays occidentaux s'endettent depuis 30 ans, justement pour compenser le manque de pétrole qui est arrivé petit à petit, mais qui s'est accéléré depuis 2005. Et la concomitance des deux a fait que ça a explosé sous forme de la crise des subprimes, mais c'est pas fini, ce n'est que le début. D'où aujourd'hui l'inflation, les prix qui montent partout et les révoltes dans les pays arabes, parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir, c'est lié au pétrole, parce que le prix du pétrole augmente partout. Donc on se retrouve aujourd'hui en France avec une essence à 1,06 €. À peu près, plus ou moins, ça dépend. Et pour le samplon, à 1,06 € le litre, oui. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, voilà. Donc on va, comme ce que tu me disais, en fait, on ne va pas atteindre 10 € le litre de pétrole, mais on va plutôt tourner prochainement sur du 5 € le litre.
Ouais, quand on dit prochainement, en fait, il faut savoir qu'une fois qu'on a atteint le pic du pétrole, le taux de déplétion ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, donc le pétrole pas cher, c'est à peu près de 30% sur 10 ans. Donc il faudrait s'amuser à faire des calculs, parce que le pétrole qu'on va chercher, le pétrole deepwater qu'on va chercher dans les mers profondes ou qu'on va exploiter avec dans le sable, voilà, les sables bitumineux du Canada, voilà. Il coûte beaucoup plus cher à exploiter. Donc bon, il faudrait faire des calculs. Aujourd'hui, c'est des données qui sont difficiles à chiffrer, mais il faut s'attendre d'ici 10 ans à ce que le prix du pétrole il monte probablement jusqu'à 3 euros le litre, enfin le prix de l'essence 3 euros le litre, peut-être 5 euros facilement. En tout cas, dans combien de temps? D'ici une dizaine d'années. Ça va monter progressivement. Ouais. Bon, ça c'est des chiffres, c'est pas un calcul rigoureux que j'ai fait. Donc dans 10 ans, pour se chauffer au fioul domestique, ça va être très compliqué financièrement. Voilà. Puisque de toute façon, les salaires ne vont pas augmenter. Voilà. En tout cas, en Europe, les salaires ne vont pas augmenter. C'est une logique mathématique. Ben, les salaires ils pourraient augmenter si on le décidait. Le problème, c'est qu'on ne serait plus du tout concurrentiel face à la Chine ou à d'autres pays. On n'a pas le choix aujourd'hui. On n'est pas du tout concurrentiel par rapport à la Chine. On n'y est pas du tout. Et justement, donc on ne peut pas encore plus augmenter nos salaires artificiellement, ça ne tiendrait pas. On ne pourrait pas vendre nos produits. Mais il y a le savoir-faire aussi, il n'y a pas que le coût de... Ouais, mais le savoir-faire, aujourd'hui, Airbus, ils ont quasiment vendu tout leur savoir-faire aux Chinois. Maintenant, ils commencent à gagner les appels d'offres pour vendre des avions. Donc le savoir-faire, ils ont plus... Dernièrement, on a perdu un contrat à 50 milliards de dollars, un truc de malade. Voilà. Donc l'idée, c'est que non seulement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Non seulement on a atteint la limite du pétrole pas cher. Donc maintenant, ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est que les pays exportateurs de pétrole commencent à exporter moins parce qu'ils se le gardent pour eux, parce qu'eux aussi, leur économie est grossie, et donc ils ont besoin de plus en plus de pétrole. Donc ils exportent moins. Ça, c'est le deuxième facteur qui fait que ça va être d'autant plus cher. Parce que nous, on est importateurs de pétrole, nous, on ne le produit pas chez nous. Le troisième facteur, c'est que la Chine et l'Inde, leur croissance économique, de à peu près 10% par an, fait qu'ils ont une croissance de consommation pétrolière de 10% par an. Donc eux, ils en consomment de plus en plus. Et on le voit sur les courbes, ça monte, c'est presque exponentiel. Ne serait-ce aussi que par les produits high-tech. Parce que le pétrole ne sert pas que à se déplacer ou à se chauffer, il sert aussi à fabriquer les téléphones portables et les caméras. Tous les plastiques, par exemple, c'est fait avec du pétrole. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut fabriquer du plastique à base d'autre chose que du pétrole. Ça coûte très cher, c'est très compliqué. Demain, avoir un téléphone fait autrement qu'avec du pétrole, ça va être compliqué quand même. Voilà. Mais bon, la consommation qu'on utilise pour les biens quotidiens de pétrole, c'est de l'ordre de 1%. La plupart du pétrole, il est utilisé dans les transports pour produire éventuellement de l'électricité ou pour du chauffage. Donc, on a trois facteurs. On a le pétrole qui décline, on a les exportations qui déclinent encore plus, et on a la consommation de la Chine et de l'Inde qui augmente. Donc pour nous, il en reste encore moins. Oui. Voilà. On a de moins en moins de pétrole, donc il va nous coûter de plus en plus cher. Donc moi j'ai dit, je sais pas, 3 euros, 5 euros, c'est un peu à la louche. Ce qui est sûr, c'est qu'il va augmenter. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se battre de plus en plus, enfin se battre économiquement parlant, en tout cas pour l'instant, de plus en plus pour ce pétrole. Et les troubles dans les pays arabes, c'est un peu un symptôme de cette difficulté. C'est aussi parce que c'est des pays qui sont soumis à une dictature quand même, voilà. Et ils n'ont pas de liberté, et ils recherchent cette liberté justement. Mais donc, par exemple, pas tout confondre non plus. Mais il faut savoir que l'Égypte, étrangement, la révolution s'est produite 2 ans après que la production de pétrole de l'Égypte n'était plus suffisante pour s'auto-alimenter. À partir du moment où ils ont dû commencer à importer du pétrole, 2 ans après, il y a eu la révolution. Parce que les prix ont beaucoup augmenté. Du coup. Donc finalement, on peut gouverner un peuple par la dictature à partir du moment où il a suffisamment à manger. À partir du moment où il coupe les vivres, là il commence à se rebeller et à demander une liberté. Ouais, c'est quand ça atteint le ventre, là effectivement les gens n'ont plus vraiment le choix, ils peuvent supporter beaucoup de choses, mais quand c'est la vie qui est en jeu, là ça n'arrive plus.
Ils peuvent être opprimés, mais dès qu'on atteint le ventre, le peuple se rebelle. Voilà. Donc, on se dirige directement vers des difficultés, à faire tourner notre économie, puisqu'on n'a plus le carburant pour.